C'est que, en relation à vos études, je sais que, bon, que vous êtes un mathématicien, vous avez étudié les maths, l'économétrie. Ma question est celle-ci. Vous vous consacrez à la fiction, à la littérature. Comment avez-vous pu combiner entre, je dirais, les chiffres, les équations et la fiction et la littérature? Il n'y a pas de contradiction. C'est vraiment, je ne vois pas moi de contradiction. C'est une question qu'on me pose assez souvent. On dit, mais... Et en fait, cette séparation entre les matières scientifiques, entre la pensée rationnelle, la pensée scientifique, et ce qui serait de l'ordre du littéraire, de l'affect, c'est quelque chose qui est finalement assez récent. Jusqu'au XVIIIe siècle, bon disons au moins jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, et il était tout à fait naturel d'être à la fois dans les sciences qu'on dit maintenant sciences humaines, mais c'est une expression récente en fait, d'être dans les humanités, d'être dans la réflexion philosophique et d'être aussi dans la réflexion mathématique, parce que n'oublions pas que par exemple, pendant très longtemps, les mathématiques n'ont été qu'une branche de la philosophie. C'est-à-dire on faisait des études de philosophie et à l'intérieur des études de philosophie, on faisait de la logique. Et avec la logique et la géométrie, tout ça, c'était pas vraiment une science, c'était plutôt un art, une technique. Mais ce qu'on appelle l'homme des Lumières ou quelque chose comme ça, c'est donc ce qu'on a toujours eu depuis Aristote jusqu'à quelqu'un comme René Descartes, par exemple. Donc il y a toujours, c'est à partir de la fin du 19e siècle à peu près, et certainement au 20e siècle, que le savoir s'est divisé entre deux grandes branches, et à l'intérieur de toutes les branches, il y a eu des autres sous-branches. Et pour des raisons purement économiques, d'une certaine façon, c'est pour pouvoir être performant, il fallait vraiment se spécialiser. On ne peut pas être un grand physicien si on fait 36 choses à la fois. On ne peut pas être un grand économiste, être reconnu comme un grand économiste maintenant, si on ne fait pas 24 heures sur 24 d'économie, on publie dans des articles. C'est une évolution que personnellement moi je déplore, parce que c'est trop réducteur. Il me semble que tout le monde, mais vraiment je dis tout le monde, je ne suis pas du tout élitaire de ce point de vue, je pense que tout le monde devrait s'intéresser à toutes les sciences. Alors maintenant, comment concilier l'un et l'autre? La raison, c'est-à-dire ce qui est dans les sciences, et les affects, les émotions, et les choses comme ça, en réalité on a encore démontré, il y a récemment, c'est un neuropsychiatre américain qui s'appelle Antonio Damasio, qui a dit qu'en réalité la raison seule ne peut pas créer. La raison a toujours besoin des émotions. Et en même temps, les émotions elles-mêmes, on peut d'une certaine façon les comprendre et les raisonner. Donc il n'y a pas de séparation stricte. On peut être écrivain et être à la fois être ingénieur. Non, il n'y a pas de contradiction. Mais est-ce qu'on peut dire que vous écrivez pour, c'est-à-dire la littérature, l'écriture est un refuge pour vous? Je ne dirais pas un refuge, parce que c'est plutôt peut-être une diversion, c'est-à-dire que j'ai un métier, je fais des choses toute la journée, et il arrive des moments où j'ai envie effectivement de faire autre chose, d'être un peu plus créateur, de faire œuvre d'innovation. Et de ce point de vue, c'est plutôt une diversion, mais c'est une bonne diversion, je veux dire. Vous avez fait vos études à Casablanca, au lycée Lyoté, Paris, Londres, New York, et vous avez choisi enfin de résider à Amsterdam. Pourquoi cette ville, monsieur Lamy? Disons que c'est un peu un hasard au départ. Je suis venu un peu par hasard aux Pays-Bas. Je n'avais pas de plan en particulier. Je suis revenu en Europe en 1990 et j'hésitais. En réalité, c'est à Paris que je devais aller habiter parce que je voulais refaire des études d'économie. Je me suis retrouvé ici à Amsterdam par un jeu de circonstances comme ça, un peu par hasard. Mais j'ai choisi d'y rester en revanche. Parce qu'à l'époque, moi je parle début des années 90, Amsterdam était une ville réellement de très grande liberté. Et c'était surtout une ville où j'avais l'impression que les gens ne s'occupaient pas des voisins, des autres. C'est-à-dire on pouvait être ce qu'on voulait, personne ne vous suit du regard. Les voisins, pourvu qu'on ne fasse pas de bruit le soir et qu'on ne les embête pas, ils ne nous embêtent pas non plus. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que je pense qu'on devrait laisser aux autres beaucoup d'espace, de liberté. Que ce que font les gens, en particulier ce que font les gens chez eux, vraiment ça ne regarde personne.
c'est quelque chose qui est très très important dans ma vision du monde, pour moi. Et je pensais à l'époque, je parle de 1990, les choses ont changé. Amsterdam était réellement un endroit extraordinaire pour cela, pour la liberté de tous les jours. Vous avez parlé bon, on a parlé de la littérature, mais j'aimerais savoir quels sont les travaux qui vous ont inspiré dans l'écriture. Je veux bien parler des titres. Les romans. Ouais. Les romans. Mais vous savez, il y a énormément, franchement, il y a énormément de livres qui m'ont beaucoup inspiré. Disons qu'il y en a quelques-uns. On parlait de Jacques le Fataliste tout à l'heure. Il y a les romans russes, en particulier L'Idiot de Dostoïevski. Bon, effectivement, mais je pense que tout le monde a été frappé par les grands romans russes, qu'on appelle les grands russes. Il y a Les Femmes de La Fontaine, curieusement, quand j'étais vraiment très jeune, j'ai trouvé quelque chose de très charmant dans Les Femmes de La Fontaine. Il y a eu aussi par la suite le surréalisme, en particulier André Breton, le livre qui s'appelle Nadja, qui était important pour moi. Et puis après, il y a eu des auteurs qui sont peut-être moins connus à l'étranger, comme Georges Perec, comme Raymond Queneau, tous ces gens-là qui étaient en France dans les années 60-70 et qui faisaient un travail sur la langue française, en fait. Ils faisaient un travail très agréable. Ils connaissaient très bien le français et ils jouaient beaucoup sur le style. Donc des livres comme Exercice de style, justement, de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, de Raymond Queneau, les livres de Perec qui ressemblent d'une certaine façon aux livres. C'est-à-dire tous ces livres-là qui jouent sur la langue m'ont beaucoup intéressé parce que il y a plein de gens qui racontent des histoires, mais sans travail sur la langue. Et il y en a qui ont énormément de succès, même en France. Dans la critique littéraire, la qualité de la critique littéraire en France a malheureusement beaucoup baissé, parce qu'on monte parfois, il y a des livres dont on parle énormément, qui ont un succès fou, mais qui ne racontent qu'une histoire, sans aucun travail sur la langue. Je trouve ça étrange, parce que la littérature, ce n'est pas que raconter des histoires. Mais donc, tous ceux qui ont, comme Queneau, comme Perec, finalement tous les gens du Nouveau Roman, des gens comme Simon aussi, tous ces gens-là m'ont beaucoup apporté, beaucoup intéressé. Ouais. Bon, on va parler un peu de votre roman, Les Dents du typographe. Lors de l'apparition de vos romans, Les Dents du typographe, un autre écrivain francophone vous a appelé au sujet de ce roman. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur cet appel? C'est Driss Chravi, qui est l'un des grands écrivains marocains, l'auteur du Passé simple, qui m'a appelé. Alors, à l'époque, j'habitais en Angleterre d'ailleurs. Il a trouvé mon adresse par l'intermédiaire de mon attaché de presse, chez Julliard. Et il m'a appelé. Et ça m'a beaucoup étonné parce que, pour dire la vérité, je ne savais même pas qu'il vivait encore. Comme on n'avait jamais plus entendu parler de Chravi depuis des années, moi j'avais l'impression qu'il ne vivait même plus. Et ça m'a beaucoup étonné, et puis il m'a appelé, il m'avait dit qu'il avait reçu ce livre-là par l'intermédiaire de l'éditeur, qu'il avait lu, qu'il avait beaucoup aimé, que c'était même le nouveau Passé simple, le Passé simple de la nouvelle génération. Il était très généreux dans son appréciation, mais il faut dire que ça m'a vraiment beaucoup touché. Ouais. Donc vos écrits, on voit, si on peut le dire, des éléments biographiques. Le satire, l'observation, je dirais perspicace des humains. On peut parler d'un écrivain engagé. Peut-on dire que vous écrivez pour changer la réalité, pour changer ce qu'on vit? Si vous voulez, d'une certaine façon, oui, mais lorsque je raconte des scènes,